vous êtes la voix de ceux qui considèrent qu'il faut aider par tous les moyens la résistance des Ukrainiens, mais aussi parce que, je le disais, vous étiez aux États-Unis et vous pouvez témoigner de cette évolution de la mentalité américaine et de celle du président Joe Biden. J'aimerais d'abord vous soumettre cet argument. On sent que c'est un argument montant parmi une grande partie des pro-russes, des Russes assurément, mais même une partie des Européens qui commencent à se laisser tenter par cet argument-là, qui est de dire on aide artificiellement à une guerre qui ne peut pas être gagnée. Donc, c'est bien moralement, mais à la fin, ça n'est pas bien. C'est un mauvais calcul. Attendez, c'est comme si on avait dit à la résistance française que les anglo-saxons aidaient en 40, 41, 42, 43, 41, on prolonge artificiellement la guerre, on prolonge une guerre qui va faire de plus en plus de victimes, arrêtons et livrons-nous à Pétain et à l'ordre nazi. C'est exactement le même raisonnement. Mais pardon, si on prend votre argument précisément, si on poursuit la comparaison, c'est comme si effectivement, à la fin, en 1944, au lieu de venir aider, au lieu qu'il y ait le débarquement, qu'on vienne aider les Français, on avait dit voilà, continuez de votre côté. Pas sûr que les Français auraient gagné. La grande différence entre l'Ukraine et la France, si vous permettez, et l'Europe occupée en général, c'est que la France, par exemple, et d'autres pays européens étaient collaborationnistes, alors que l'Ukraine est unanimement résistante. Ce qui est incroyable, parce que je rentre des États-Unis, mais j'ai surtout passé beaucoup de temps en Ukraine ces dernières semaines. Ce qui est très impressionnant, c'est le mouvement patriotique, l'élan de résistance unanime de ce pays. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner la guerre seulement, si j'ose dire, avec l'appui d'armes, avec des livraisons d'armes, mais sans appui réel, sans engagement militaire des Européens? Ils la gagnent partout. Ils la gagnent. On peut l'espérer, mais on ne peut pas le constater pour l'instant. Ils ont libéré Kiev. Ils ont libéré Kiev. Ils ont repoussé les Russes à 30 km de Mykolaïev. J'ai été là il y a un mois. Ils tiennent le Donbass. Les Russes avancent de quelques kilomètres, mais à peine. Pour l'instant, ils la gagnent. On aimerait évidemment que vous ayez raison, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les Ukrainiens ont, entre guillemets, libéré Kiev? Les Russes ont visiblement changé de stratégie et ils se sont beaucoup enferrés et ils ont montré des faiblesses énormes, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu que Kiev... que l'armée ukrainienne est empêchée à 100%. L'armée ukrainienne a contre-attaqué à Irpin, elle a contre-attaqué dans toutes ces zones au nord de Kiev et elle a repoussé l'armée russe. Et cependant, on a bien vu à Mariupol que quand, avec la barbarie qui la caractérise, l'armée russe est prête à détruire, elle y va. Si elle avait voulu le faire à Kiev, voilà, elle l'aurait fait. En effet, Mariupol est un cas extrême. C'est un cas extrême d'ailleurs dans l'histoire du XXIe siècle et même des 50 dernières années. C'est Grozny, ville totalement détruite, réduite de résistance dans les catacombes de l'usine Azovstal. Mariupol, c'est le contre-exemple. Mais partout, regardez Odessa par exemple. J'étais à Odessa au début de la guerre. Tout le monde parlait d'un assaut imminent, par l'air, par la mer et par la terre. Résultat, le fameux navire amiral Moskva a été coulé par les Ukrainiens. Bernard-Henri Lévy, allons au nerf, parce que vraiment, on sent bien à quel point les Américains sont en train d'évoluer. Il y a cette somme colossale de 20 milliards de dollars affectés vraiment à la section militaire. Tout à l'heure, on avait Ludmila Totieva, la représentante ukrainienne, qui le disait. En Europe, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, il est en train de se passer quelque chose. Vous l'avez constaté. Oui. Moi, ce que j'ai constaté dans l'opinion américaine et surtout au Congrès et au Sénat, où j'ai rencontré des représentants qui m'ont qui voulaient savoir ce que j'avais recueilli comme témoignage durant mes voyages. Ce que j'ai ressenti, c'est une immense honte chez nombre d'entre eux par rapport à ce qui s'est passé à Kaboul, et par rapport en général aux années Trump. Ce retrait de Kaboul. Le retrait de Kaboul, la trahison des Kurdes de Syrie, qu'on a livrés aux mercenaires d'Erdogan, les Kurdes d'Irak, qu'on a abandonnés après usage. Il y a aujourd'hui, je crois, dans l'opinion éclairée américaine et dans l'opinion américaine en général, une volonté d'effacer la tâche des années 30. Ça, c'est la part morale, pardon. Mais est-ce qu'il y a aussi une occasion d'empire, de se dire, tiens, il y a une occasion, et peut-être pour le meilleur, c'est-à-dire la défense des démocraties, face à la Russie, face à la Chine en embuscade, il faut y aller.
Moi, je crois, vous savez, que comme toujours dans ces cas-là, les deux sont vrais à la fois. Il y a peut-être ce que vous dites, parce que les hommes politiques, même démocrates, ne sont jamais des anges, mais ne sous-estimez pas le sursaut moral. Quand Joe Biden est en Pologne et qu'il dit que Poutine est un boucher, il y a quelque chose de vrai, il y a une authenticité dans ce qu'il dit là. Quand le Congrès se lève et applaudit Zelensky, ils sont véritablement bouleversés. Aujourd'hui, dans la tête de Biden, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que, comme Roosevelt, faisant de l'Amérique l'arsenal des démocraties, que comme Truman, comme Ronald Reagan, qui est peut-être son vrai modèle aujourd'hui, il est assez âgé, Biden, pour avoir l'exemple de Reagan en tête. Ça, c'est très important ce que vous dites. Joe Biden, son âge, il est moqué souvent à l'Ouest pour ça. Oui, On dit il est sénile, etc. Vous retournez les choses très différemment. Vous dites là, je trouve qu'il y a une forme d'expérience chez lui. Il n'a pas l'air sénile, il a l'expérience et il a la mémoire. Et contrairement à Obama, par beaucoup de coins, parce que Barack Obama, on le sait, s'intéressait beaucoup au Pacifique, moins à l'Atlantique, moins à l'Europe. Est-ce qu'il y a là une différence qui est en train d'apparaître? Je pense que oui. Je pense que l'Amérique en général était sur une pente qui la faisait s'intéresser davantage à la zone asiatique. Mais il y a une sorte de sursaut européen de Joe Biden qui fait qu'il n'est plus l'héritier de la pâle copie d'Obama. Quand il est venu au pouvoir, quand il a été élu, on a pensé, il est sénile, 2, c'est la doublure d'Obama. Ben non, c'est peut-être la doublure de Reagan. Par parenthèse, Reagan il ne s'aime pas beaucoup. Il ne s'aime pas beaucoup, comme souvent les gens qui ont été proches, comme on le croyait. Mais même indépendamment de la psychologie, Reagan a mis fin à l'URSS. Il y a peut-être chez Joe Biden l'idée qu'il y a une nouvelle URSS, enfin une forme, un avatar très métamorphosé de l'URSS, qui est la Russie poutinienne, qu'il convient, pour le bien des démocraties et du peuple ukrainien, d'affaiblir. C'est possible. Vous connaissez bien les États-Unis. Il y a toujours aussi des composants de calcul électoralistes, mais encore une fois, tant mieux si ça peut servir certains intérêts de démocratie. Est-ce qu'il y a là ça aussi, c'est-à-dire tout à coup, il flaire que dans l'opinion, ça peut lui servir? Il flaire peu. Ce qui est évident, c'est qu'il y a aujourd'hui, sur cette question-là, un consensus bipartisan. Moi, au Congrès, j'ai rencontré des démocrates, des républicains. J'ai rencontré le démocrate qui va peut-être succéder à Nancy Pelosi, qui s'appelle Hakeem Jeffries. J'ai rencontré le républicain Michael Waltz, qui est un... Ils sont tous d'accord pour dire que ce qui se joue là en Ukraine, c'est un tournant géopolitique majeur, que c'est une occasion pour les États-Unis de retrouver leur honneur et qu'il est temps de se rendre compte que Poutine, il est l'ennemi des Ukrainiens et l'ennemi des valeurs défendues par les démocraties. Bernard Lévy, si on écoute l'autre monde, quand je dis l'autre monde, je pense pas évidemment à tous les Sud-Américains, tous les Africains ou tous les Asiatiques, mais une grande partie des Sud-Américains, des Africains, des Asiatiques, ça fait du monde. Le président Lula a tenu cette déclaration, évidemment. Il faut la rappeler ici parce que j'aimerais votre réaction à ce sujet. Elle est évidemment extrêmement frappante. Il voulait la guerre, dit-il, du président Zelensky. S'il n'en voulait pas, il aurait négocié un peu plus. Il a des mots aussi très durs sur les États-Unis. Les États-Unis ont, on peut peut-être l'afficher la suite, les États-Unis ont un poids politique très important. Ils auraient pu éviter le conflit. Biden aurait pu participer davantage. Il aurait pu prendre l'avion pour Moscou, pouvait parler à Poutine. C'est ce genre d'attitude qu'on attend d'un leader. Cette idée, lui, il le tourne en négatif, que les Américains simplement veulent étendre leur empire et qu'il y a des responsabilités partagées. À l'ONU, beaucoup le pensent. Bien sûr. J'ai découvert cette déclaration tout à l'heure en régie en écoutant vos invités précédents et je la trouve navrante parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Lula et je trouve là qu'il cède à ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire la pensée toute faite, les clichés et en l'occurrence le cliché anti-américain. L'idée qu'il y aurait une responsabilité partagée dans cette guerre est une absurdité et même au-delà et même une infamie. Il y a peu de cas où les responsabilités sont aussi claires. Voilà un pays, la Russie, qui sans aucune raison, du jour au lendemain, en envahit un autre, l'Ukraine, bombarde ses villes, dévaste ses populations, exécute sommairement des civils en leur ligotant les mains dans le dos et en leur tirant une balle dans la nuque. Comment peut-on dire que les responsabilités soient partagées et que vouliez-vous que fit Zelensky face à une monstruosité pareille, sinon se conduire comme il l'a fait, c'est-à-dire comme un héros. Voilà. Mais jusqu'où aller dans cette logique
le Corriere della Sera a publié une tribune qui était très intéressante il y a quelques jours en disant « L'erreur, c'est de vouloir faire tomber Poutine, punir Poutine, parce que même si ça n'est pas moral, dans l'équilibre des puissances, le but, c'est de le bloquer, c'est de le faire reculer, certainement de libérer l'Ukraine, mais pas davantage. » Or, on entend Joe Biden qui a dit changement de régime. Alors après, il s'est un peu corrigé, mais aux États-Unis, beaucoup le pensent. Ça y est, c'est le moment de faire tomber Vladimir Poutine. Il s'est totalement corrigé. Il a maintenu Boucher et il a retiré changement de régime. L'objectif raisonnable pour un démocrate et pour un ami de la paix et pour quelqu'un qui veut arrêter ces carnages qu'on voit là, il y a un objectif raisonnable, c'est que les Russes retournent là où ils étaient avant le 24 février. Voilà, que l'armée russe, et peut-être même là où ils étaient avant l'invasion de la Crimée, que l'armée russe capitule. Voilà. Après, le changement de régime, c'est l'affaire des Russes. Est-ce que vous espérez que Poutine tombe ? C'est l'affaire des Russes, Darius Rochebin. Les Russes, qui sont un grand peuple, qui ont produit les plus grands dissidents de l'histoire, qui ont fait tomber l'Union soviétique avec l'aide de Jean-Paul II et de Ronald Reagan, mais avec l'aide d'eux-mêmes et de leur vaillance, c'est leur affaire. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite et ce qui me semble être un but légitime pour un démocrate digne de ce nom, c'est que l'armée russe retourne dans ses casernes et qu'elle se retire totalement d'Ukraine. C'est ça la fin de cette guerre. Est-ce que l'opinion européenne est si solide que cela sur ses bases ? Il y a un exemple, Raphaël Glucksmann, un homme qui, comme vous, était très combatif et l'est toujours, évidemment, pour l'Ukraine, mais qui maintenant est d'accord d'entrer dans cette union avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il critiquait d'ailleurs très fortement sur ce point. Est-ce que ça vous a déçu, par exemple ? J'arrive à l'instant des États-Unis, j'ai mal capté ça. J'espère que l'opinion française est solide. J'espère que nos réflexes moraux ici en France continueront à nous déterminer et qu'on ne va pas tomber dans la petite épicerie politicienne, qu'on ne va pas vendre nos âmes et que la gauche française ne va pas vendre son patrimoine historique pour des sièges, pour des postes, j'espère. Et en s'alliant, en effet, avec un Jean-Luc Mélenchon qui est insoumis, sauf devant les tyrans. Puisque c'est ça, au fond, le propre de Mélenchon, insoumis partout, sauf face à Chavez, face à Poutine et quelques autres. Et cependant, là on parle d'une forme de non-alignement, c'est le mot qu'avait revendiqué Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas là pour vous répondre, donc on ne va pas entrer dans ce débat précisément, mais est-ce que vous entendez en Europe ces voix montantes qui disent qu'il faudra un compromis, c'est-à-dire à la fin, il faudra un compromis, donc que l'Ukraine accepte de céder quelque chose ? C'est toujours la tentation. Vous savez, moi je me rappelle la guerre de Bosnie en 1995. C'est la même chose. Les Bosniaques étaient en train de gagner la guerre contre les Serbes qui les avaient bombardés sauvagement pendant des années. Et à la fin, on les a obligés à signer les accords de Dayton. Et je me rappelle, j'ai écrit cela dans un livre ancien, le Zelensky bosniaque de l'époque, qui s'appelait Alija Izetbegovic, me disant au téléphone et disant à un groupe d'amis, j'ai un pistolet sur la tempe. C'était le pistolet à l'époque du négociateur en chef américain qui s'appelait Richard Holbrooke. J'espère donc de tout mon cœur qu'on ne mettra pas un pistolet sur la tempe de Zelensky en lui disant tu acceptes le compromis parce que tu nous empoisonnes la vie et tu nous compliques les choses. Est-ce qu'il y a encore sous-jacente, non dite, en Europe de l'Ouest, notamment en France, une fascination de Vladimir Poutine ? On voit bien beaucoup de gens, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, ils n'osent pas le dire en général sur les plateaux de télé, mais ils le disent hors caméra, ou ils le disent au bistrot. Ah quand même, c'est un homme fort. C'était le discours jusqu'à présent. En général, ils n'osent plus le dire, mais est-ce que ça ne reste pas cette idée que c'est celui qui résiste à la vision américaine, mondialisée du monde, où ça crée une forme de fascination, même si on constate les horreurs qu'il commet? Il y a d'abord ce réflexe pavlovien dont nous parlions tout à l'heure, anti-américanisme. Il n'y a pas qu'au Brésil, il y a aussi en France. Et puis, c'est le point commun jusqu'à Boutcha, entre l'extrême droite et les insoumis, qui en effet ne veulent pas prendre parti, prêchent un non-alignement qui, quand on y réfléchit, est moralement insupportable. Comment voulez-vous ne pas vous aligner, garder la balance égale face aux abominations
que l'on voit aujourd'hui à Marioupol, à Kramatorsk. J'ai vu les images de votre correspondante il y a quelques minutes, les 3 bombardements qui ont eu lieu tout près de Kramatorsk. Comment est-ce qu'on peut être non aligné quand on est le pays des droits de l'homme, quand on est le pays des Lumières face à ça? Mais en effet, il y a, oui, si on fait le compte Zemmour, Le Pen, Mélenchon, ça fait quoi, 40%, 45% de l'électorat, 40%, c'est beaucoup. C'est l'anniversaire d'un vieil adversaire à vous. Vous voyez qui le 5 mai? Vous avez ça en tête? Non, allez-y. Karl Marx. Ah oui, d'accord. Karl Marx, l'idée que l'histoire est forcément violente, qu'il y a toujours une lutte, que la force quand même est l'élément déterminant. Est-ce qu'il y a une continuité pour vous entre le marxisme, l'Union soviétique, qui a été, vous avez été un des premiers de cette manière-là à dénoncer la parenté des totalitarismes soviétiques et nazis et d'autres. Est-ce qu'il y a une continuité jusqu'à Poutine? Oui, bien sûr, c'est pas la même chose, mais Poutine se réclame de plus en plus de l'Union soviétique. Les idéologues autour de lui, quelqu'un comme Alexandre Douguine, se réclame, enfin mélange en tout cas, croise le stalinisme, l'orthodoxie, la culture grand slave, etc. Donc il y a aujourd'hui dans les alambics de l'idéologie russe quelque chose qui est en train qui bout depuis 20 ans, qui est en train d'arriver aujourd'hui à ébullition, et qui est en effet en partie l'héritage du stalinisme. Est-ce qu'il y a là une espèce, vous utilisez ce côté marmite, quand on voit Kirill, le patriarche Kirill, qui est à la fois, tout son milieu est très proche de l'ancien KGB, devenu le FSB, lui un peu commerçant, je crois qu'il a fait fortune beaucoup dans les cigarettes, c'est ça? Voilà. Et ce milieu de l'église russe, avec beaucoup de piété affichée d'anciens KGBistes. Je trouve cette histoire énorme. Quel est le mélange? Quel est ce mélange idéologique? D'abord, c'est un mélange humain de corruption extrême et de tartufferie maximale, parce qu'en effet, ce spectacle des homélies qu'il administre, cette façon qu'il a de bénir les missiles russes entre 2 trafics de cigarettes et des Photoshop pour masquer la montre à 20 000 euros qu'il avait au poignet, ce mélange est extraordinaire. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les Ukrainiens le savent, et il y a aujourd'hui un mouvement grandissant qui a commencé il y a plusieurs années, mais de rupture avec cette Église orthodoxe-là. Il y a eu il y a quelques années la proclamation de l'autocéphalie de l'Église ukrainienne, c'est-à-dire l'indépendance. Mais il y a des monastères, il y a des paroisses qui continuaient de rester affiliées à Moscou et qui sont en train de quitter le patriarcat de Moscou à toutes jambes. Qu'est-ce qui nous fait dire que vous ne vous trompez pas? On se rappelle le printemps arabe, vous étiez de ceux qui souhaitaient la chute des dictateurs arabes, et une grande partie de l'opinion vous suivait, Kadhafi, le dictateur égyptien et tant d'autres. Et vous savez que beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est encore pire aujourd'hui. Oui, ben ça c'est un grand débat qu'on ne va pas avoir ce soir parce que ce n'est pas le sujet. Est-ce que le risque existe que dans ce monde où on oserait faire la guerre davantage que ça n'est le cas maintenant à la Russie ou à la Chine, est-ce que le risque existe que ce soit pire? Moi, je pense que ça peut difficilement être pire que ce que nous avons vu et ce que moi, en tout cas, j'ai vu personnellement et que je n'oublierai pas de sitôt à Boutcha, à Borodianka, à Andrivka, ces villes fantômes, rasées de la surface de la terre, avec une cruauté sans précédent depuis très longtemps. Je ne vois pas ce qui peut se passer de pire en terre européenne. J'ai vu ça dans des guerres lointaines, dans des contrées auxquelles on s'intéresse peu en Afrique, à Mogadiscio. Mais cela, en Europe, pour moi, c'est le pire. Bernard Lévy, 2 questions encore. Une, pardon, elle est un peu naïve et candide, mais la guerre générale, la guerre mondiale, celle où serait entraînée, est-ce que vous pensez que ce risque existe? Écoutez, je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Un acte de belligérance, une situation de belligérance, c'est extrêmement précis. Ce n'est pas livrer des armes. Si on était en belligérance parce qu'on livre des armes, on serait en guerre mondiale permanente. Tout le monde livre des armes à tout le monde depuis la nuit des temps, et en tout cas depuis le début du XXe siècle. D'accord ? Donc, pour l'instant,
les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine, la France livre des armes à l'Ukraine, ce n'est pas une situation de belligérance. Donc, mais est-ce qu'on ne sous-estime pas l'explosivité, le mot n'est pas très joli, pardon, mais c'est la puissance pour le meilleur et pour le pire qui peut venir de Russie. On rappelait tout à l'heure 1945. L'armée russe en 1945 qui a aidé à nous libérer du nazisme, mais qui était très barbare, aussi à l'époque, avec les pillages, enfin, l'armée russe et l'armée ukrainienne. L'armée soviétique, oui. L'armée rouge. Soviétique, l'armée rouge. Ah oui, mais c'est pas l'armée russe. Le camp d'Auschwitz, par exemple, le camp d'Auschwitz a été libéré par un bataillon ukrainien. Le premier tankiste de l'armée rouge qui est entré à Auschwitz et qui a vu le spectacle insoutenable du peuple des tondus et des pelés d'Auschwitz, c'est un tankiste ukrainien. Donc c'est pas l'armée russe. Mais cette puissance, à la fois pour le meilleur, quand ça a été la libération de l'Europe, mais aussi pour le pire, ça a servi une grande partie de l'Europe pendant des décennies. Est-ce qu'on ne sous-estime pas aujourd'hui le danger, la puissance? Non, parce que je crois que la puissance de Poutine, il me semble, est une puissance de carton-pâte. Comme tous ces nouveaux dictateurs, comme probablement Erdogan, comme d'autres, de carton-pâte. Regardez l'état de son armée. Regardez le spectacle pitoyable que vous avez tellement commenté les premiers jours de la guerre, des fameux 30 km d'embouteillage de chars, parce qu'ils n'avaient pas d'essence et parce qu'ils n'avaient pas de ration. Regardez les erreurs tactiques monumentales qui font que leurs généraux sont décimés. Tout ça, ce n'est pas le signe d'une armée puissante. Un dernier mot, Bernard Lévy, le calendrier compte énormément. Le 8 mai, la commémoration est en France. 9 mai, ce sera à Moscou, mais aussi le président de la République qui va se rendre qui va là peut-être se rendre à Kiev, en tout cas l'hypothèse est formée. Est-ce que vous y seriez favorable? Que le président Macron aille à Kiev, naturellement. Je pense que c'est... Avec quel geste? Qu'est-ce que ça peut signifier à ce moment-là précisément? Avec quelle initiative? Écoutez, il le décidera. Mais pour l'instant, je vous le répète, il y a un seul message, je trouve, qu'il est digne de délivrer aux Ukrainiens dans la peine où ils sont, dans la détresse où ils se trouvent, face à la sauvagerie dont ils sont l'objet. C'est un message d'amitié, de soutien et de solidarité sans faille. Pas solidarité si... Pas essayons de trouver ensemble une porte de sortie pour Poutine, pas essayons de trouver le moyen de sauver la face de l'agresseur. Soutien inconditionnel. Je crois qu'il y a des circonstances où il convient, en effet, de soutenir inconditionnellement un peuple de victimes qui sont réduits à vivre comme des rats, à élever leurs enfants comme des pauvres enfants dans des abris souterrains sans voir la lumière. Solidarité sans faille. Bernard Lévy, merci beaucoup d'avoir été notre invité.